toutes et à tous et merci d'être aussi nombreux pour ce live spécial de lancement de la saison 2 des Chroniques du Futur qui est disponible au moment où l'on parle sur le site vertical-project.com. Nous avons donc le plaisir de recevoir ce soir Romuald Leterrier qui est ethnobotaniste, conseiller scientifique pour des films et documentaires et aussi auteur de nombreux ouvrages dont La danse du serpent, de la jungle aux étoiles, ainsi que co-auteur avec Jocelyn Morisson des deux ouvrages, Se souvenir du futur et Se souvenir de l'au-delà. Nous vous ferons d'ailleurs une grande annonce à la fin de cette interview à propos d'un événement prévu prochainement à Lyon. Romuald est aussi un grand ami et c'est pour cette raison que j'ai objectivement et raisonnablement proposé à notre chère intervieweuse de talent, Marie-France Barrault, de mener cette interview car elle en a non seulement la capacité et le talent, comme je l'ai dit, mais elle est également grandement passionnée par tous ces sujets que nous allons évoquer ce soir. Alors, Marie-France, je te laisse la parole et je me permettrai évidemment d'intervenir à certains moments, d'autant plus que j'encourage nos adhérents sur Zoom à poster toutes leurs questions via le chat que je me chargerai de poser à Romuald. Bonjour à tous. Merci, merci pour l'invitation et merci pour votre présence à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver ici. Et donc voilà, écoutez, moi je suis très très heureux à nouveau parce que c'est vrai que ces derniers temps, je me suis moins exprimé, moins montré. Enfin, c'était assez. J'ai eu des périodes un peu compliquées, on va dire, et ça a d'ailleurs été compliqué pour beaucoup de personnes. Et donc, c'est une vraie joie aujourd'hui de vous retrouver ce soir. Voilà. Bonjour Romuald, je suis très contente de pouvoir discuter avec toi et puis avec tous nos adhérents ce soir. Écoute Romuald, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Okay. J'aimerais savoir comment t'es venue l'idée de faire ces chroniques et est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Oui, en fait, les chroniques, si tu veux, il y a eu deux versions. Il y a eu d'abord une saison 1 et puis ensuite une saison 2, si tu veux. Et en fait, on était au début du Covid et je me disais, bon, il y avait ce problème de présentiel, si tu veux, qui s'était imposé de par les contraintes sanitaires. Et moi, j'avais vraiment cette tristesse quand même, vraiment, de ne plus pouvoir avoir le contact avec le public, de ne plus pouvoir faire de conférences. Et puis, il y a eu une période où tout le monde s'exprimait aussi sur la crise, un petit peu sur tout. Tout le monde s'exprimait de façon des fois très binaire, ce qui personnellement me choquait beaucoup de la part de gens dits de conscience, notamment. Donc, j'ai décidé, moi, de me mettre un petit peu en retrait pendant cette période parce que je ne voulais pas commenter l'actualité tous les jours. Parce que pour commenter une actualité, je pense qu'il faut toujours avoir un petit peu de recul quand même et pouvoir avoir le recul de savoir de quoi on parle, hein, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, je me suis dit, moi, j'avais envie aussi à ce moment de faire quelque chose avec une proximité, une intimité avec le public. D'ailleurs, j'aime pas ce mot public. Je trouve qu'on est tous des chercheurs, hein, et tous les gens qui sont ici et qui sont sur Vertical ou qui regardent des vidéos sur YouTube sont des gens qui sont en quête, en recherche. Vraiment, on est tous des chercheurs. Voilà. Et donc, moi, je voulais quelque part pouvoir parler avec ces chercheurs et le faire d'une façon intime. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire en fait? Je me suis un petit peu inspiré des youtubeurs et je me suis dit, ça serait bien de faire rentrer les gens dans mon univers, c'est-à-dire de faire venir chez moi les gens et de leur faire découvrir mon univers, que ce soit de mon univers artistique, mon univers scientifique, mes idées, l'univers dans lequel je baigne en fait depuis de nombreuses années, et d'avoir cette proximité, on va dire, avec le public, avec les chercheurs, de manière à diffuser aussi un certain nombre d'idées, d'enseignements pour qu'il y ait une matière à réflexion. Voilà, c'est que les gens aussi, après avoir regardé les chroniques, c'était d'avoir une matière à penser, une matière à expérimenter. Voilà, c'était le but de cette démarche. Je trouvais vraiment intéressante au moment où on ne pouvait justement plus du tout faire de présentiel. En fait. Voilà. Alors c'est vrai que finalement, tu te dévoiles complètement à nous dans ces chroniques. Et c'est vrai que pour être très transparente, quand j'ai commencé à regarder les chroniques, j'étais posée calmement dans mon canapé. Et c'est vrai que j'avais l'impression finalement d'être en face de toi, en fait, tout simplement, que t'étais, voilà, qu'on était dans le même salon, qu'on prenait un café, qu'on discutait. Et en fait, je pense que c'est ce côté-là qui, oui, finalement, laisse place
au quotidien, enfin à la réalité. On a l'impression d'être avec toi, de partager. Et moi, c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié. Donc, je voulais voilà, te donner aussi ce retour-là et j'espère que les adhérents vont également dans mon sens. Et est-ce que finalement, c'était vraiment volontaire de ta part voilà, de faire ça de façon assez conviviale? Est-ce que ça a accentué le sujet profond de tes chroniques? Oui, l'idée, c'est dans cette proximité, c'est d'être aussi d'avoir une simplicité, c'est-à-dire de pouvoir échanger avec l'autre qui est invisible pour moi, qui est derrière cette caméra, mais en même temps d'être dans une démarche de partage, hein, et d'égalité aussi. Parce que moi, ce qui souvent me choque dans les conférences qu'on peut faire des fois aussi en public, c'est que bah, nous, on arrive un petit peu, voilà, on est sur des estrades, on a nos chaires de conférences et on a une distance avec le public qu'on croise juste à la fin des fois pour des signatures de bouquins, des trucs comme ça. Et moi, ça me gênait un peu. Je me disais, mais moi, j'ai envie vraiment de pouvoir accorder du temps à tout le monde, ce qu'on ne peut pas faire quand on est en conférence, bien évidemment. Et je trouvais que ce format était intéressant, comme tu dis, d'être quasiment dans votre salon et puis on échange, même si on ne peut pas y avoir la réponse de l'autre qui est derrière cette caméra, en tout cas, il y a quand même la possibilité d'ensemencer, voilà, au niveau de l'esprit, des idées, des axes de réflexion, des expériences qui permettent ensuite aux gens de s'approprier aussi mon travail. Hein, c'est aussi la démarche, quoi. Ça me paraissait vraiment important. Merci Romuald. Moi, je vais enchaîner avec une question. Ce sera peut-être la seule que j'aurai dans ce début de soirée. C'est par rapport à la difficile épreuve que tu as vécue cet été, où j'ai aussi été témoin de ce que tu as vécu. Tu as effectivement perdu ta maman. C'était un moment très difficile pour toi. Tu en parles dans l'un des épisodes consacrés aux Chroniques du futur, saison 2, sur les synchronicités et l'au-delà, sachant que tu as écrit aussi ce souvenir de l'au-delà il y a quelques années, si je puis dire, ça passe vite. Et tu nous racontes justement toutes ces synchronicités dans l'une des chroniques. Ce sera peut-être le seul spoil, entre guillemets, de la soirée, puisqu'on ne va pas dévoiler le contenu de tous les épisodes. Mais est-ce que tu souhaiterais en parler de ces épisodes où Oui, tu as tu étais un peu en contact avec ta maman aussi, hein? ouais, on peut bien évidemment, on peut en parler. Quand ma mère est décédée, en fait, pour être honnête, je n'étais pas du tout dans l'idée de capter ou de recevoir ou même de demander des synchronicités. Parce que quand vous êtes dans la tristesse, quand vous êtes submergé par l'émotion du décès, alors en tout cas c'est mon cas personnel, je ne parle ici que dans mon cas, je n'ai pas réussi à me raccrocher à tout ce que j'ai pu écrire, lire, travailler et toutes ces expériences que j'ai fait depuis plus d'une trentaine d'années maintenant. À ce moment-là, je n'ai pas réussi. C'est souvent, on dit, le cordonnier est souvent le moins bien chaussé. Et donc, dans l'affect, dans la peine, je n'ai pas réussi à voir ou même demander des synchronicités. Ce n'est que 3 jours après le décès que j'ai quand même verbalement, j'étais pas bien, effectivement, j'ai quand même verbalisé, je lui ai demandé de se manifester, voilà, si elle pouvait le faire. Donc, la synchronicité s'est produite le lendemain. Le lendemain, j'étais ici dans mon salon et ma sœur avait écrit un petit hommage pour elle qu'on allait lui lire, bien sûr, au moment de l'enterrement à l'église. Et donc, ma sœur m'appelle au téléphone, je me mets en kit main libre et j'écoute effectivement ce texte. Et à la fin du texte, moi, j'étais tout seul chez moi. Un des coussins qui est derrière moi, là, qui est quand même à l'angle comme ça sur le canapé, il faut une pression mécanique pour le faire bouger. L'un des coussins est tombé, en fait, du canapé, est tombé par terre, comme une sorte de validation du texte. Voilà. Et à ce moment, il s'est passé un phénomène beaucoup plus intense où moi, j'étais donc assis de l'autre côté par rapport à l'axe dans lequel je suis ici. Dans la bibliothèque qui est derrière moi, j'ai vu une lumière, hein, apparaître sur un objet qui est un poisson, hein, un poisson que ma mère m'avait offert il y a des années et des années. Et sur cette surface de bois est apparu en fait un visage, véritablement en 3D, comme une sorte d'hologramme, qui était le visage de ma mère. J'en ai même réussi à en faire une photographie. Hein. J'ai réussi à le photographier tellement c'était puissant. L'émotion chez moi était très forte, bien sûr, pendant que j'ai réussi à prendre ces photos, ces clichés. Ça a duré à peu près, je pense, 1 minute et demie et ça a complètement disparu. Voilà. Il faut savoir que la veille, donc la nuit avant de cette manifestation, j'avais fait un rêve où je me retrouvais sur une barque avec un pêcheur et je pêchais au filet.
et à un moment, je remontais beaucoup, beaucoup, beaucoup de poissons. Il faut savoir qu'en archétypologie, le poisson est un symbole aussi de la relation d'une mère avec son fils. Voilà. Et c'est sur ce poisson, derrière, je ne sais pas si on l'aperçoit là ce soir, mais c'est sur ce poisson où j'ai vu se matérialiser le visage de ma mère. Ça a duré à peu près 1 minute et demie et ça m'a aidé. Clairement, ça m'a aidé à pouvoir surmonter la suite, c'est-à-dire l'enterrement, enfin les funérailles, ça m'a beaucoup aidé. Et ça m'a aussi redressé très fort. J'ai senti une énergie qui m'a redressé et j'ai senti aussi la présence. Il y a un truc qui me paraît évident. Je trouve que je pense vraiment que l'âme du défunt gravite autour de son corps pendant quelques jours avant de partir ensuite dans une expansion qui lui permet vraiment d'établir un voyage. Je pense vraiment ça maintenant aujourd'hui. Merci Romuald pour ces confidences et tu développes évidemment beaucoup plus aussi sur d'autres aspects dans l'un des épisodes. Mais il y a aussi un épisode, on en a parlé il y a 20 minutes, puisqu'on a discuté un petit peu avant cette visioconférence, consacrée à l'art-présence et où il se passe quelque chose. Est-ce que tu peux Oui. rapidement nous raconter cette anecdote? Alors, c'est une émission qui est dédiée un petit peu à toutes les statues qui sont autour de moi dans la maison. Et j'en ai beaucoup, puisque je suis un collectionneur d'art premier. Et j'ai décidé justement dans cette chronique de vous montrer un certain nombre d'objets physiquement qui servent. À quoi servent ces objets dans les cultures racines dont elles proviennent. Et j'ai voulu aussi vous mettre dans la confidence de certaines pratiques que moi j'ai avec ces objets. Et donc, à un moment, je vous montre une statue de Nouvelle-Guinée qui, pour moi, contient un esprit, une partie d'un esprit encore active chez moi. J'en ai déjà parlé ailleurs, et notamment dans l'ouvrage Se souvenir de l'au-delà avec Jocelyn. Et donc, je montre à un moment cette statue, et ensuite, je vais la reposer parce que je passe à autre chose. Donc, je fais une coupure, bien sûr, je fais un cut au niveau du montage, et donc après, je reprends avec un autre objet pour pouvoir continuer l'émission. Et je suis seul dans la maison, je suis complètement seul, et là, j'entends du bruit. D'ailleurs, on le voit dans la vidéo. Je suis obligé d'arrêter de parler parce que j'entends du bruit, je tourne la tête, et à ma plus grande stupéfaction, je vois au télékinèse, je vois la statue qui bouge toute seule sur son socle. Et je suis sur le côté et je regarde parce que j'ai peur qu'elle tombe. J'ai peur qu'elle tombe tellement elle bouge. Et ça se voit effectivement un peu dans la chronique. Je suis déstabilisé par ça et on entend le bruit d'ailleurs du déplacement. Et tu me l'as avoué tout de suite parce que moi je pensais que c'était ton chat parce que dans la saison 1, le montage c'était l'enfer. Le chat de Romuald nous a fatigués. Il bougeait en permanence, il fallait couper des passages, etc. Donc moi je me suis dit c'est un coup de son chat. Donc si tu Non, me l'as dit, c'était pas le chat, il n'était pas là aujourd'hui. Ce jour-là, il n'était pas là le chat. Par contre, il est dehors. C'est possible que ce soir, je sois obligé de me lever pour lui ouvrir, bien évidemment. Merci Romuald Merci Najib. pour le partage de cette expérience, de tout ce que tu as vécu. Et j'aimerais aborder en fait un peu plus en profondeur le sujet des synchronicités et de l'au-delà, un sujet qui m'intéresse énormément. J'ai trouvé un peu une définition sur les synchronicités. Il s'agit pour moi de l'apparition simultanée d'événements qui semblent être étroitement liés, mais qui n'ont aucun lien de causalité visible. On peut aussi parler d'alignement entre nos pensées et la réalité, et plus familièrement de coïncidence. Est-ce que tu es d'accord avec cette définition ou est-ce que tu souhaites la reformuler ? Si tu veux, par rapport à la notion de synchronicité que tu décris là, c'est plus une notion de synchronicité qui est vraiment une notion jungienne. C'est-à-dire que Jung disait avec Wolfgang Pauli, puisque ce sont eux qui ont inventé le concept de synchronicité, ce n'est pas uniquement Jung tout seul, parlait justement de coïncidence significative, mais d'un principe acausal. Or, moi, je ne pense pas ça. Je pense qu'après avoir travaillé sur la rétrocausalité, pour moi, il y a une causalité aux synchronicités. Et la causalité, elle vient du futur. Ça a d'ailleurs été mis aussi en évidence par mon collègue Philippe Guillemont. Donc, il y a vraiment, pour moi, la rétrocausalité explique un certain nombre de synchronicités, pas toutes. Il y en a qui sont spontanées et qui ne sont pas non plus créées volontairement. Ça, c'est clair. Mais on va dire que la rétrocausalité permet d'avoir une vision un petit peu plus élargie, on va dire, de la synchronicité que comme elle avait été, on va dire, formulée par Jung et Pauli. Alors,
J'aimerais enchaîner sur un sujet qui revient un peu vers les synchronicités, mais c'est vrai que tu parles beaucoup de conscience dans tes épisodes, beaucoup de conscience, l'espace et la conscience, beaucoup d'espace relié à la conscience. Et en fait, tu incites à prendre, lors d'un exercice d'ailleurs, à prendre le temps de s'observer et également de stimuler son imagination. Exercice que j'ai effectué du coup en direct, entre guillemets. Et tu expliques que certaines personnes vivent une sorte d'expansion de la conscience dans laquelle ils utilisent un langage qui se réfère à une sorte d'autre réalité. Voilà. Par exemple, les enfants se sentent le monde alors qu'ils ne se sentent pas forcément à titre individuel. Les animaux peuvent ressentir également les défunts. Tu donnes l'exemple de ton chat aussi. Les mourants peuvent avoir des propos incompréhensibles. Alors, ma question, c'est finalement pourquoi est-ce que nous perdons cela dans nos vies actives? Est-ce que tu peux nous en dire davantage? Ah ben oui, bien évidemment, et ça porte un nom et un seul nom, c'est le formatage. C'est le formatage de nos éducations, hein, tout simplement. Déjà, nos parents sont nos premiers formateurs, bien évidemment, puisqu'ils vont nous transmettre une vision du monde qui leur a déjà, à eux également, été transmise, hein. Donc, il y a ensuite l'école qui vient finir le travail, on va dire, et qui va réduire justement cette possibilité de percevoir cet invisible. Je parle beaucoup de conscience dans les chroniques parce que c'est vraiment, on va dire, aujourd'hui, la question fondamentale. Qu'est-ce que la conscience ? Et la conscience aujourd'hui, que ce soit des physiciens, que ce soit des philosophes comme par exemple Bernard de Kastrup, le néerlandais Bernard de Kastrup avec son idéalisme analytique, ou bien même si on reprend la parole des grands sages, hein, de l'hindouisme, de l'Advaita Vedanta par exemple, de Maharaj ou de gens comme ça, on se rend compte que l'espace extérieur est sensiblement peut-être la conscience globale. Et que cette conscience, elle n'est pas forcément enfermée dans cette boîte crânienne. On s'identifie en fait, hein, au corps. Il y a des gens qui ont très bien montré ça, des mystiques. Il y a Douglas Harding avec sa vision sans tête, par exemple, qui a très très bien formulé cette idée que quelque part, l'enfant, quand il est petit, il est complètement le monde. Il est ouvert. Il n'est qu'une ouverture sur le monde dont il se remplit quelque part. Et après, avec l'âge, avec ce formatage, l'image qui est dans le reflet, eh ben, on a tendance à se la coller comme une glu sur soi-même, et à ce moment-là, le soi devient le moi, c'est-à-dire qu'on s'incarne. C'est à ce moment-là qu'on est véritablement incarné. Mais vraisemblablement, les travaux aujourd'hui qu'on arrive à mettre plus ou moins en évidence montreraient que l'espace, tout l'espace environnant, le cosmos, l'univers entier, serait la conscience en fait. Et qu'est-ce que tu préconises? On a beau avoir conscience de ces sujets, lire des articles, des livres, s'intéresser. Qu'est-ce que tu préconises, fondamentalement parlant, aux personnes qui veulent en fait retrouver ce côté conscience de l'espace en son entier? Est-ce que pour toi, il y a quelque chose au quotidien à faire dans une vie active qui soit absolument surmenée comme nous tous au final? C'est vrai que ce n'est pas évident parce qu'il faudrait pouvoir être capable de naviguer dans ces différents états de conscience. C'est-à-dire que la conscience, c'est un continuum. L'état de veille, on va dire que la conscience est très focalisée. Et puis, quand vous êtes dans un état de méditation, elle s'ouvre un peu plus. Quand vous êtes ensuite dans un état, utilisant par exemple des psychédéliques, des plantes de vision ou des états de méditation encore plus profonds, on peut effectivement ouvrir encore plus la conscience. Et puis, effectivement, après, ensuite, dans le monde du rêve, hein, au niveau de l'onirisme, ça s'ouvre encore plus. Et ensuite, quand on est mort, effectivement, il y a une ouverture vraisemblablement infinie de la conscience. Chez les chamans avec qui j'ai travaillé en Amazonie, il y a cette idée d'une continuité entre l'état de veille, entre les rêves, entre les visions. C'est-à-dire qu'il y a une circularité de ces informations. On n'est pas dans la rupture. Alors, c'est difficile forcément dans nos sociétés parce que je crois que c'est Jung qui disait l'assassin des rêves, c'est le réveil. Bah oui, parce que qu'on est dans une société où à 6 heures, il faut aller travailler et le réveil sonne. Si vous étiez dans un beau rêve, vous êtes sûr que là, le rêve, vous ne pouvez pas vous en souvenir. C'est-à-dire que cet effet de réveil subite comme ça vous empêche de vous souvenir souvent du rêve dans lequel vous étiez. Alors, on se souvient très bien de nos rêves quand on est dans des périodes où on a plus le temps, ce qui a été le cas d'ailleurs pendant le confinement. Hein. Pendant le confinement, il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés à redécouvrir qu'ils avaient une activité onirique, qu'ils avaient des rêves et que ces rêves leur donnaient des enseignements.
et leur ont permis aussi de s'ouvrir sur autre chose. Hein. Parce que quand il y avait le temps, parce qu'il y avait du télétravail ou autre, les gens n'étaient plus obligés de se lever pour emmener les enfants à l'école, cette espèce de routine infernale. C'est ça, en fait, hein, qui nous empêche d'accéder à des connaissances que les peuples racines continuent d'avoir. En fait, c'est parce qu'eux n'ont pas cette structure récurrente, journalière, qui vient, en fait, créer cette monotonie. C'est une monotonie, en fait. Voilà. Romuald, j'en profite pour enchaîner avec une question de Karine Mast, qu'on connaît tous les deux et qu'on salue. Elle nous dit que Luc Biget disait la semaine dernière que l'on était dans un processus d'enfermement croissant. Penses-tu que le métaverse peut incarner une forme d'extension de notre conscience où l'on va dans une autre réalité? Oui, bah, le métaverse, je suis en train d'écrire un bouquin sur le métaverse avec mon ami Yann Kounen, parce que Yann Kounen a réalisé, lui, des expériences de vision avec, en réalité virtuelle. Alors, on peut dire, oui, mais quel rapport entre la technologie et la conscience? Souvent, hein, les gens qui sont versés dans la conscience, l'écologie, ont un rejet global des technologies. Et pour moi, la technologie, c'est aussi un prolongement naturel, on va dire. Et le métaverse, ben justement, le métaverse va certainement nous offrir des possibilités d'expérimenter sur la conscience, et ceci de façon collective. D'expérimenter qu'elle n'est pas localisée dans le cerveau, que nous ne sommes pas nos corps, que nous ne sommes pas nos personnalités, hein, d'expérimenter aussi des facultés cognitives comme télépathie, comme le voyageur du corps, comme la psychokinèse. Enfin, je pense que c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant à développer. Bon, bien sûr, je ne suis pas non plus naïf. Je sais que le métaverse, ça va aussi être quelque chose de mercantile, de machin, qui aura de l'ombre et de la lumière, comme dans toute technologie. Hein. Un couteau, je peux couper du beurre avec et je peux aussi tuer quelqu'un. Voilà. La technologie, c'est toujours ce paradoxe. Mais moi, je suis très attentif à ce que disait le philosophe Gilbert Simondon, hein, philosophe français, qui dans les années 60 disait, mais la technologie, vraisemblablement, est un prolongement de ce que nous sommes au niveau instinctif et vital. Voilà. Donc, il ne faut pas toujours jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y aura des choses intéressantes et c'est certainement par le biais de la technologie qu'on va pouvoir prouver que cette réalité n'est pas du tout matérielle et qu'elle n'est pas séparée de son observateur. Hein, que la dualité sujet-objet va disparaître, je pense, sous une décennie. Je pense que tout ça, ça sera clair et net. Alors, on reviendra justement un peu sur ces sujets-là après. Mais j'aimerais d'abord, pour pas trop s'écarter, revenir sur le sujet de l'au-delà. Beaucoup de personnes doutent, entre guillemets, c'est le mot que tu utilises également dans tes épisodes, de la preuve d'un au-delà. Alors, j'ai plusieurs questions par rapport à ça. Pourquoi, selon toi déjà? Comment ces personnes peuvent-elles dépasser ce déni? Et est-ce que justement des technologies vont nous aider aussi à dépasser cela? Le problème par rapport à l'au-delà, c'est que je dirais qu'on a déjà énormément de faisceaux de preuves tangibles, hein, pour ce qui est de dire qu'il se passe quelque chose après la mort. Mais il y a quelque chose en nous, et moi le premier, hein, je pense, qui est dans une certaine forme de refus d'accepter ça à 100%. En tout cas, c'est ce qui est le cas de la société en général contemporaine occidentale. Je pense qu'on va droit dans le mur si pendant des années, des chercheurs amènent des arguments et d'autres des contre-arguments. Parce que chaque partie peut faire vraiment cette démonstration. Et là, on est dans la binarité, on est dans la pensée binaire, du oui, non, de moi j'y crois, toi j'y crois pas, et ceci, cela. Il faut absolument qu'on sorte de ça. Et pour sortir de ça, il y a un truc qui est très intéressant dans le cinéma, et j'en parle dans le livre sur le métavers, c'est ce qu'on appelle la suppression d'incrédulité au cinéma. Quand vous allez voir un film, vous savez très bien que les acteurs jouent un rôle, vous savez très bien qu'il y a des techniciens qui sont planqués sur les côtés, qui filment, vous savez très bien même des fois que tout est virtuel, que ça a été filmé sur un fond vert et qu'on a incrusté des images en 3D, mais vous allez voir le film et vous ne remettez pas le film en question. Vous n'allez pas dire « je doute du film ». Il faut qu'on arrive à ça en science. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à supprimer cette incrédulité qui est inféconde, en fait, qui nous empêche d'avancer. Parce que tant qu'on sera dans la binarité, on ne peut pas, à un moment, arriver à ça. Et c'est là où les technologies peuvent être intéressantes, parce qu'une technologie, je n'ai pas besoin d'y croire ou de ne pas y croire pour qu'elle fonctionne. Elle s'impose par son côté pratique et par son efficacité.
Moi, je peux toujours dire, je ne crois pas au fonctionnement du téléphone portable, ça n'empêchera pas mon voisin ou vous-même de l'utiliser. Voilà, donc les technologies peuvent être intéressantes pour, quelque part, permettre une assimilation, on va dire, collective de quelque chose qui, si ça reste dans des confréries, des chefferies qui sont en opposition, moi, je pense sincèrement que l'au-delà existe. Mais il y a plein de gens qui vont me dire que non et qui auront leur argumentaire, leur machin. Et ça sera une sorte de jeu incessant de oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. Et il faut sortir de ça, en fait. Oui, il faut trouver aussi un équilibre entre finalement la science et la spiritualité. Et puis peut-être aussi euh, laisser parler finalement son cœur et ce qu'on ressent par rapport à un sujet. Complètement. Et puis, dans beaucoup de phénomènes paranormaux, que ce soit les rencontres de vécus subjectifs avec les défunts, que ce soit des apparitions, il y a toujours un petit truc, une petite dose de ce qu'on appelle l'élusivité. Hein, ça, c'est connu un petit peu dans le monde des chercheurs en ufologie ou dans le paranormal. Cette élusivité fait qu'à un moment, vous avez toujours un petit doute. Comme si vous ne pouviez pas vraiment avoir une preuve définitive de ça. Et c'est peut-être là la clé du mystère. C'est que sans ce petit trickster qui est là, qui vous empêche d'avoir la preuve irréfutable, hein, c'est-à-dire le théorème logique qui fait que là, vous ne pouvez pas dire c'est pas possible, c'est certain, c'est une preuve, c'est reproductible. C'est le problème des phénomènes paranormaux, c'est que bien souvent, on ne peut pas les reproduire, donc ils sont considérés pas comme des objets scientifiques. Donc, il faut considérer et être conscient de cette part d'élusivité. Et quand on est conscient, effectivement, ça permet de changer de niveau de compréhension du phénomène. Phénomène, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure d'un ouvrage que j'ai été invité à être un co-auteur par mon ami le sociologue, docteur en sociologie, Laurent Kasprovics. On en parlera peut-être tout à l'heure, que je salue, peut-être qu'il nous regarde. Oui, Tout à on a fait. beaucoup de questions sur Phénomène, mais effectivement, on reviendra dessus tout à l'heure. Et moi aussi, j'ai plein de questions à ce sujet, notamment sur la notion de monde imaginal, d'imaginaire. Et ça rejoint exactement ce que tu as dit, mais on en parlera tout à l'heure. Oui. Marie-France, je te laisse. Pas de souci. Alors, tu as utilisé un mot, Romuald, il y a quelques minutes, c'est le mot rôle. Et en fait, j'ai envie d'aborder le sujet des constellations. C'est un sujet donc de la saison 1, je précise. C'est un sujet qui m'a énormément intriguée, qui m'a énormément intéressée, tout simplement parce que tu as une approche qui est très scientifique. Et en fait, quand j'ai écouté ton épisode, j'ai eu l'impression d'être face voilà, à une science qu'on allait m'expliquer, peut-être un futur métier qui allait naître dans quelques années par les constellations. Alors, peut-être que tu voudras expliquer un peu plus par toi-même le sujet de la constellation, mais de ce que j'ai compris, dans une constellation, on choisit une personne pour représenter quelqu'un, pour prendre un rôle, pour représenter quelque chose ou quelqu'un, et cette personne choisie va alors prendre un rôle qu'on va lui définir, et finalement, elle va commencer à ressentir les choses physiquement, mais aussi mentalement parlant. Alors, il y a plusieurs questions qui me viennent par rapport à ce sujet. Déjà, est-ce qu'il n'y a pas un risque, entre guillemets, d'établir une connexion peut-être trop intime pour la personne qui prend le rôle de quelqu'un ou de quelque chose et de ne pas avoir une transformation qui pourrait être bénéfique? Non, alors, oui, alors c'est bien de préciser qu'est-ce que sont les constellations familiales. Déjà, les constellations familiales, c'est quelque chose qui a été, on peut dire le mot inventé par Bert Hellinger. Bert Hellinger, c'est un pasteur allemand qui a travaillé chez les Zoulous en Afrique du Sud. On ne le dit pas assez souvent, mais c'est au contact de ces peuples racines Zoulous qui, dans l'espace, matérialisent leurs ancêtres sous forme de danse rituelle, qu'il a pensé de dire, mais tiens, et si je utilisais cette technologie pour, en thérapie ou en psychothérapie, modéliser dans l'espace une structure familiale pour voir où sont les problèmes transgénérationnels. Donc Bert Hellinger, il s'est inspiré des Zoulous, par exemple. Alors, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que qu'est-ce qui se passe quand on est constellateur? Parce que moi, j'ai été constellé, c'est-à-dire que j'ai fait une constellation pour moi, parce que j'avais un problème de répétition que je pensais être transgénérationnel, ce qui était le cas, avec une expérience très forte, que je décris d'ailleurs.
et même plusieurs expériences que j'ai décrites dans les 2 saisons des chroniques. Et à un moment, donc, vous pouvez aussi être représentant. Et plus vous représentez, c'est-à-dire que vous arrivez au hasard, comme ça, hein, vous ne connaissez pas les gens qui viennent de faire une constellation, ni les autres constellateurs, qui sont des représentants. Quand vous êtes représentant, en fait, quelqu'un va vous choisir au hasard pour représenter, par exemple, son grand-père, son arrière-grand-père, ou même un objet ou un concept, voilà, et vous pose dans l'espace en vous guidant par les épaules. Il se passe quelque chose qui pourrait être comparé à une sorte d'empreinte, c'est-à-dire que temporairement, vous allez être visité par une énergie, par une information, je préfère plutôt parler de flux informationnel, qui est celui de l'ancêtre. Et effectivement, au niveau corporel, c'est comme si vous deveniez une coupe qui est vide et ça se remplit. Et ça se remplit de quelque chose qui est plus que vous-même. Et à ce moment-là, vous allez avoir des postures, des attitudes qui ne sont pas les vôtres. Moi, je me souviens, un peu dans une constellation, je représentais le grand-père de celui qui m'avait demandé de faire la constellation. Nous étions un groupe de 20 personnes. Je représentais le grand-père dans l'espace et moi, j'avais le goût du vin dans la bouche alors que je n'avais pas bu de vin depuis plusieurs jours. Et c'était vraiment très désagréable et j'en avais marre et je lui dis, hein, et je sens le goût de l'alcool dans la bouche. Et lui me dit, bah, écoute, oui, mon grand-père était alcoolique. Il buvait beaucoup de vin. Donc, on peut sentir des odeurs, on peut même avoir des visions. Moi, j'ai eu des visions, hein, parce que plus vous faites de le représentant dans les constellations familiales, et plus vous devenez intuitif, sensitif, et plus c'est facile de recevoir et d'être habité par ces énergies. Là où il n'y a pas de problème, je dirais, par rapport à se dire oui, mais est-ce que je n'ai pas gardé un truc en moi, une mauvaise énergie, c'est qu'on est dans un cadre rituel. Ouverture, fermeture. Et quand vous avez ça, vous sortez du rituel, vous êtes vous-même, vous n'êtes plus du tout habité par ce flux informationnel que vous avez pu recevoir pendant, on va dire, la cérémonie de la constellation. Voilà. Et concrètement, comment ça se passe tu parles d'ouverture, de fermeture. Comment va se passer ce passage de fermeture à ouverture, puis d'ouverture à fermeture? Est-ce qu'il y a un lien avec nos émotions du présent, par exemple? Vous êtes choisi au hasard, donc à un moment, vous ne savez même pas ce que vous allez représenter. Vous ne connaissez rien, hein, pour la plupart du temps, de la personne qui demande à ce que vous représentez son aïeul ou un membre de sa famille. Vous ne savez pas. Donc, vous vous mettez quelque part il faut couper vraiment son mental, hein, il ne faut pas mentaliser, il faut vraiment ressentir, ça passe par le corps, hein, c'est des ressentis kinesthésiques, c'est des sensations, et puis viennent ensuite, hein, d'un processus d'information qui vient raffiner des idées, des schémas, des scénarios, et même des fois des visions. On peut entendre des sons, par exemple, qui permettent de se dire, bah, tiens, j'entends comme un champ de bataille, j'ai l'impression d'être à la guerre. Vous dites un truc comme ça, et ça résonne, c'est-à-dire que ça résonne par rapport à l'histoire de la personne qui vient ensuite confirmer tout ça après, comme une sorte de débriefing après la constellation. Donc c'est dans ce sens-là qu'émerge en fait tout le scénario, mais franchement, on a vraiment le sentiment que le passé effleure à la surface du présent. Ce n'est pas uniquement qu'on est habité par les ancêtres ou par des défunts, c'est que l'espace dans lequel on va ritualiser cette constellation est chargé d'informations. Moi, je me souviens, celle que j'avais vécue, qui était celle de mon arrière-grand-père à la guerre 14, personne ne savait ce qu'on faisait ici, ni le constellateur, qui était un thérapeute très connu des constellations familiales, qui s'appelle Lucien Essic, qui vient me voir en me disant, mais j'ai l'impression de porter quelque chose, des gens qui crient, et ça doit être la guerre, je ne sais pas ce qui se passe. Et il me dit, il faisait quoi ton arrière-grand-père? Je lui dis, il était brancardier à Verdun. Donc, il avait tout bon, quoi. Il ne s'était pas trompé, il ne savait pas du tout, hein, cette histoire et tout ça. Et un quart d'heure après, l'ambiance dans la pièce était électrique, les gens sentaient l'odeur du soufre dans leur bouche, des gaz de combat, enfin, c'était vraiment quelque chose, alors que personne ne savait ce qu'on se disait, puisque à chaque fois, le constellateur le thérapeute venait me parler à l'oreille, tout doucement. Les autres étaient complètement habités dans l'espace par une sorte de capsule temporelle, si tu veux, qui aurait émergé dans le présent. Mais comment est-ce que ça peut aider ma question est peut-être naïve, mais comment est-ce que ça peut aider la personne qui est concernée, sachant que ce n'est pas elle qui est, entre guillemets, habitée physiquement parlant? Parce que j'ai fait un peu de thérapie en mémoire cellulaire, et de ce que j'ai compris, c'est vrai que les mots du corps MAUX se transforment enfin, les mots MOTS, pardon, se transforment en mots du corps MAUX. Et du coup, voilà, ma question, c'est comment est-ce que la personne qui ne prend pas le rôle peut finalement être aidée? La personne qui ne prend pas le rôle, en fait, elle voit se révéler à sa conscience la problématique.
D'accord, oui. qui est la sienne, qui est sous-jacente à sa famille depuis des années et des années. Donc, c'est la prise de conscience qui libère. Oui. C'est être conscient du système, conscient de la problématique qui permet la libération. Ouais. C'est ça. Moi, j'ai fait une constellation, par exemple, pour un jeune homme, 25 ans, qui vient, qui s'installe. Il choisit 2 personnes. Une personne pour lui et une personne qui met comme ça, au hasard. C'est tout. Il nous place dans l'espace, en nous plaçant par les épaules. Et puis, rituellement, on dit, ça y est, c'est bon, la constellation commence. Moi, je me retrouve on se met à tourner comme ça, l'un autour de l'autre, avec l'autre gars. Et puis, on commence vraiment à sentir une tension nerveuse, une agressivité. Moi, je commence à bomber le torse. J'ai des attitudes qui ne sont pas les miennes, comme si j'étais en train de me battre ou si j'allais me battre, jusqu'à ce qu'à un moment, le jeune vienne me taper dans l'épaule et me fasse tomber par terre sur le sol en plancher de la salle dans laquelle on travaillait. Ça a même surpris les autres constellateurs qui se sont dit waouh, les autres représentants qui étaient restés en dehors du cercle et qui disent mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se fait. Et là, à un moment, moi, sur le côté, par terre, la tête par terre, j'ai une vision. J'entends des sons comme le son d'une foule. Je sens le goût de la sueur dans ma bouche et je vois clairement apparaître dans mon esprit une arène, une arène romaine. Et je le dis voix haute, je dis j'ai l'impression qu'on est des gladiateurs et j'ai même, et ça c'est une intuition qui monte comme ça d'un coup, je dis comme ça, et j'ai même l'impression qu'on est des frères et que l'un doit tuer l'autre. Alors là, le jeune, il arrive, il fond en larmes, il a fait un truc qu'il n'aurait jamais dû faire, il rentre dans la cérémonie, il rentre dans le cercle, il se met à pleurer, il fond en larmes, et il me dit, ouais, mais de toute façon, ça c'est mon histoire, j'ai eu un jumeau perdu quand j'étais petit, je souffre effectivement depuis des années de solitude, de machin, tout ça et tout. Et moi, je me dis, en fait, une espèce de croisement à travers le temps et l'espace d'une histoire similaire, en fait. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a un lien de parenté entre ces 2 gladiateurs frères et on va dire, son histoire avec lui, ce jeune homme et son jumeau perdu. C'est fratricide, tous les 2, hein, parce que dans l'histoire des gladiateurs, il y en avait un qui devait tuer son frère, hein, sous les acclamations de la foule. Et ce qui s'est passé dans l'histoire des jumeaux perdus, je ne sais pas si vous connaissez un peu ces histoires de à peu près une personne sur 10 née avec un double embryon, en fait, hein, qui disparaît ensuite pendant la grossesse. Quand il disparaît, il est ce qu'on appelle assimilé par l'autre, c'est-à-dire qu'il est absorbé par l'autre embryon, souvent. Et c'est comme une sorte de meurtre intra-utérin. Donc les histoires étaient complètement similaires, en fait, à travers le temps et l'espace. Moi, je ne parle pas ici de réincarnation, de trucs comme ça, mais en tout cas, ce qui était assez dingue, c'est que les 2 histoires étaient très synchroniques, quoi, vraiment. Alors, c'est vrai que là, du coup, on parle de constellation familiale. Le jeune homme, pour l'anecdote, excuse-moi, le jeune homme, pour l'anecdote, quand il nous a dit son prénom à la fin de la constellation, il s'appelait Romain. Encore une synchronicité de plus. Oui, coïncidence en effet. Donc là, du coup, voilà, on est complètement dans les constellations familiales, transgénérationnelles, mais tu parles également de constellations écologiques, d'exploration spatiale, prendre le rôle de planètes, etc., pour appréhender en fait les impacts d'une décision. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, bien sûr, la constellation familiale telle que l'a imaginée Bert Hellinger, c'est quelque chose d'extrêmement restreint. C'est un peu la version restreinte des constellations, mais on peut aller beaucoup plus loin, on peut tout consteller. C'est-à-dire que l'espace aurait une sorte de qualité, on va dire, holographique. L'espace-temps aurait une véritable, lorsqu'il est conscientisé, intentionnalisé, l'espace physique aurait une véritable composante holographique de toute la mémoire de l'univers. Hein, c'est ce qu'on peut comprendre, et c'est ce que disent certains peuples premiers aussi, hein, qui dans leur terrain de danse cérémonielle sont capables de connecter d'autres endroits de l'espace, que ce soit d'autres planètes ou des choses comme ça. Moi, j'ai vu ça en Amazonie, par exemple. Il existe aussi des danses comme ça au Congo où pendant plusieurs nuits, on va danser sur un certain terrain cérémoniel et on va faire émerger la présence des ancêtres. Ce n'est pas qu'une idée, c'est vraiment la présence. Donc, je me suis dit, effectivement, on peut imaginer une future science de constellologie, on pourrait l'appeler comme ça, où on peut imaginer que dans un futur proche, des scientifiques soient véritablement le laboratoire soit une sorte de piste de danse rituelle où on va présensifier des entités d'outre-espace dont on va essayer de connaître les intentions, essayer d'avoir du savoir. Je connais un constellateur, un thérapeute australien à qui on a demandé, par exemple,
de consteller un écosystème complet avec des représentants où il y avait la problématique d'une mine qui devait s'implanter sur un territoire aborigène. Donc, il a repris des représentants pour la rivière qui passait là, pour les espèces en danger qui vivaient sur ce territoire-là, pour représenter la tribu, les aborigènes, pour représenter aussi les intérêts miniers de la compagnie minière. Et il a mis tout ça au hasard. Et puis ensuite, il a observé et il a dégagé une histoire qui a permis de dire non, cette mine, il ne faut pas la faire là, il faut la déplacer. Ce qui a fini par arranger tout le monde et faire un véritable compromis de sauver les espèces, de sauver les nappes phréatiques. Donc, ça valait vraiment le coup, quelque part, d'amener dans l'espace une information qui a pu être vérifiée ensuite dans la réalité, quoi. Oui, complètement, oui, complètement. Alors, j'aimerais enchaîner maintenant au sujet dont on a commencé à parler tout à l'heure, le sujet comme quoi notre réalité pourrait être un rêve. Alors, c'est ce que tu souhaites développer dans l'apparition de ton futur ouvrage Phénomène. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Alors, ce n'est pas mon ouvrage, je tiens quand même déjà à le dire dès le départ, c'est un ouvrage dont l'idée, elle vient de Laurent Kasprovics, c'est le docteur en sociologie qui est spécialiste aussi du paranormal, qui a écrit d'ailleurs un ouvrage extraordinaire sur les coups de fil de l'au-delà, le seul qui existe en francophonie d'ouvrage, qui a eu l'idée de dire on va faire un ouvrage collectif pour essayer de voir en fait quelle est la nature de ces phénomènes, que ce soit les ovnis, que ce soit les poltergeists, les phénomènes d'apparition, on va dire en général les phénomènes paranormaux. C'est pour ça que le bouquin s'appelle Phénomène et que c'est un ouvrage collectif qui d'ailleurs va réunir des auteurs pour la plupart inconnus en France, américains, anglais, français. On est préfacé aussi par Bertrand Meheus, qu'on salue ici pour son apport depuis des années dans cette recherche. Et donc, nous, ce qu'on a essayé de mettre en évidence, c'est que en fait, la réalité extérieure qu'on croit être physique n'est pas physique, elle est entièrement psychique. Voilà. Elle est psyché, elle est psyché. Voilà. C'est une réalité psychique et ces phénomènes viennent nous le montrer de façon régulière. Sauf qu'il y a ce fameux paramètre trickster qui est là, et cette élusivité qui nous empêche d'en avoir des preuves concrètes, mais c'est justement, c'est tout l'intérêt du livre, c'est de comprendre que c'est ce trickster, c'est cette élusivité qui permettent de nous faire comprendre que la réalité n'est tout simplement pas matérielle, et que les ovnis peuvent se faire des mouvements tels comme ils veulent en fait, parce que tout simplement tout ça ne dépend pas de la matière. La réalité est psychique, c'est-à-dire on peut la comparer effectivement à un rêve. Il y a d'ailleurs pas mal de traditions anciennes qui disent que la réalité est un rêve. On voit ça dans le bouddhisme, on voit ça dans l'hindouisme, les chamans d'Amazonie disent à peu près la même chose. Et aujourd'hui, je pense que même des expériences de physique qui vont être réalisées dans les mois qui viennent vont peut-être pouvoir prouver ça. Voilà, vraiment. Alors, Romuald, ça me permet d'enchaîner sur l'un de mes thèmes favoris, qui est cette notion de mundus imaginalis, le monde imaginal. Est-ce que tu fais référence à ce monde quand tu parles de justement, tu en parles beaucoup en tout cas dans les épisodes de la saison 2 des Chroniques du Futur. Donc, comment tu différencies le monde imaginal du monde imaginaire? Ça, il faut revenir à l'historique de l'histoire de l'imaginal. L'imaginal, il vient d'un philosophe français qui s'appelait Henri Corbin, qui était contemporain de Carl Gustav Jung notamment. Ils ont eu des rencontres, ils ont échangé ensemble. Et l'imaginal, en fait, c'est un concept qui lui vient d'avoir étudié la pensée des soufis persans, notamment des soufis iraniens et des grands philosophes de l'islam qui ont travaillé sur cette notion d'un espace intermédiaire, on va dire, entre la psyché et la matière, entre l'imaginaire et la réalité. Cet espace qu'on appelait le halam vital, c'est-à-dire le mundus imaginalis, est un espace où, disaient les soufis, c'est un espace où les corps se spiritualisent et où les esprits se corporifient. Voilà. C'était la définition de cet espace intermédiaire. L'imaginaire, c'est quoi? Pour la plupart d'entre nous, l'imaginaire, c'est nous qui avons la capacité de fabriquer avec notre conscience, notre mémoire surtout, de bricoler, on va dire, dans notre tête, un paysage. Si je vous demande d'imaginer un paysage au bord de la mer, tout de suite, ça y est, vous êtes déjà en train d'imaginer, de fabriquer. Or, aujourd'hui, ces frontières entre imaginaire et imaginal, elles s'effacent. L'imaginal, c'est un imaginaire qui est autonome, qui a sa propre vie. C'est l'équivalent du monde des visions des chamans, par exemple. On sait que quand on entre dans l'imaginaire, on vient d'abord en fabriquant. Mais quand vous fabriquez sous le conseil, par exemple, de quelqu'un qui va vous induire
à décrire. Je vais reprendre l'exemple du paysage de bord de mer. Vous allez imaginer un paysage de bord de mer. Et puis à un moment, il y a des choses qui vont se mettre en route, le ressac de l'eau, par exemple, puis vous allez laisser ça se faire tout seul. Et c'est là que, par concomitance, l'imaginal, il est complètement conjoint à l'imaginaire. Et dans votre imaginaire, vous pouvez ouvrir la porte à cet imaginaire autonome. Et il y a des passerelles. Et c'est ça qui est intéressant, justement, à essayer de construire pour voir comment, de par notre faculté imaginative, on est capable d'accéder à un monde qui est purement un monde autonome de vision, en fait. Voilà. Et est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, on peut supposer, puisqu'on ne peut jamais rien affirmer dans tout ça, hein, et c'est ce qui est aussi amusant, hein, que des phénomènes tels que les observations du monstre du Loch Ness, de la Pachamama au Pérou, du Mokele Mbembe au Cameroun, et d'autres créatures comme le Bigfoot, ça soit potentiellement des co-créations, c'est-à-dire qu'effectivement, ces créatures interfèrent avec notre dimension, et Jacques Vallée en parlait à l'époque dans son livre consacré aux ovnis, c'est-à-dire que ce sont des phénomènes qui pénètrent notre réalité et qui s'adressent à certains initiés, c'est-à-dire des personnes qui seraient elles seules capables de les capter. Bon, je prends l'exemple du grand serpent du Pérou, Pachamama, c'est ça? Sachamama. Sachamama, pardon, la Sachamama. Et donc, elle s'adresse souvent à des gens qui vont aller exploiter la nature. Donc, ils sont sur une pirogue dans une rivière et puis ils voient ce gigantesque serpent apparaître qui est inexplicable puisqu'on sait que ça n'existe pas, ce genre de serpent. Et puis, l'environnement se suspend. On a ce fameux facteur Oz, comme s'il pénétrait une autre réalité, comme s'il communiquait avec une autre réalité. On a l'impression que ça reste quand même un système de défense que la Terre active au moment où son système de soutien à la vie est attaqué. On peut même en parler pour les ovnis avec le nucléaire, on peut en parler avec certains chasseurs qui vont exploiter certaines richesses en Afrique. Donc voilà, quel est ton avis sur la question? Oui, il y a un facteur psychique, ça c'est évident. Ça me paraît clair. Je connais bien le milieu de la cryptozoologie, j'ai des échanges constants avec notamment Michel Ballot, qui est le spécialiste du Mokele Mbembe. Qu'on reçoit au mois de mai, effectivement. Avec, oui, qui travaille sur la zone congolaise Cameroun. Et effectivement, les initiés, eux, c'est ce qu'ils disent aussi, les initiés pygmées disent ça. Ils disent que pour pouvoir voir cette créature, il faut des codes, et des codes de conscience. C'est-à-dire, à un moment, qu'est-ce que sont des codes de conscience? C'est des coordonnées, en fait, de remote viewing. Voilà ce qu'on a compris, en fait. Et on retrouve ça aussi ailleurs. Moi, j'étais très surpris en Amazonie, par exemple, dans les visions d'ayahuasca, de me retrouver en présence de Bigfoot. Et il y a plein d'expérienceurs qui ont pris des plantes de vision comme l'ayahuasca, qui ont dit, mais je ne comprends pas pourquoi j'ai vu tout un bestiaire cryptozoologique dans les visions d'ayahuasca, des sirènes, enfin des hommes velus, comme des yétis, si tu veux, des choses comme ça. J'ai envie de dire, mais qu'est-ce qu'ils foutent là-dedans? Tu vois, on est en Amazonie, et pourquoi on voit des créatures cryptozoologiques? Pourquoi on voit des ovnis aussi? Parce qu'il y a une sorte de réalité unitaire, vraisemblablement, ce fameux monde imaginal, où tout ça coexiste, si tu veux. Et effectivement, il y a des possibilités d'isolement, des cas, à mon avis, qui sont comme des déclencheurs dans l'environnement, qui, à un moment, déplient le scénario, quoi. Ce que j'appelle déplier le scénario, ça veut dire que vous vous retrouvez dans une situation où vous allez incarner quelque chose. Moi, ça m'est arrivé en Amazonie, je vais vous en raconter une parce que celle-là, elle est quand même assez cocasse et marrante. On avait marché pendant, notre 4x4 était tombé en panne, on avait marché, je pense, pendant 3 jours, en plein cagnard, sur une piste, on dégoulinait de transpiration, alors on était bâchés avec des chemises en coton, lunettes noires de soleil, casquettes à rabat et tout, enfin, on était vraiment... pour essayer de se protéger. On arrive dans une communauté indigène, le premier truc qu'on fait, de la flotte. Il fallait absolument qu'on se refroidisse, quoi, tout simplement. Donc, le premier truc qu'on a fait, on n'a pas été voir les autorités indigènes. Le truc très malhonnête de notre part qu'on a fait ce jour-là, comme des goujats, on est allé directement à la rivière pour se mouiller, remettre ensuite nos casquettes, nos lunettes et tout ça. Le chaman du village, il nous a tiré une tête de 1 kilomètre. Pourquoi? Parce que pour lui, tenez-vous bien, le soir, il nous a reçus en nous disant « Vous êtes des dauphins roses, vous n'êtes pas des êtres humains. » Je dis « Quoi ?» Je dis « Vous êtes des dauphins roses. »
je connais votre truc, la première chose que vous êtes arrivé, vous êtes sorti de la forêt, vous avez été vous tremper dans la rivière, vous avez des couvre-chefs pour cacher les vents que vous avez ici, que vous ne pouvez pas transformer lorsque vous prenez forme humaine, donc vous êtes caché, vous avez des lunettes noires, vous êtes des dauphins roses. En fait, quand tu rentres dans une histoire tribale, que tu développes le scénario, t'incarnes un archétype, si tu veux. Et là, à un moment, il y a une histoire qui n'est pas la tienne, qui va se déplier et qui permet effectivement à la mythologie de venir s'incarner en toi ou dans la situation que tu as constellée sans le vouloir, en fait. Mais exactement, Romuald, je te suis totalement. Je raconte souvent cette histoire aussi que j'ai vécue en Afrique à des intimes. Je ne l'ai jamais raconté publiquement, je pense en tout cas, hein. C'est une île en fait au Sénégal qui s'appelle l'île de Gorée, on en avait parlé. Et à l'époque, c'était une île qui malheureusement pratiquait le commerce triangulaire des esclaves, donc la traite négrière. Et il y avait une sorcière dont la légende raconte qu'elle défendait l'île avec des super pouvoirs, de la magie, de la sorcellerie, etc. Et que les navires coulaient systématiquement suite à ces sorts. Voilà. Et donc, ça fait que il y a une légende qui est perpétuée sur cette île de Gorée, pour ceux qui veulent aller chercher, et qui dit qu'à 22 heures, il faut rentrer chez soi, sinon elle se manifeste dans l'île, sachant qu'il y a 150 habitants sur l'île. Moi, j'y ai été, j'ai passé la nuit, donc j'ai vu ça de près, et je peux t'assurer qu'à 22 heures, il n'y a plus personne dans les rues, et certains racontent même voir des chevals blancs errer autour de l'île, etc. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, ce sont aussi des phénomènes de co-création, c'est-à-dire que on rend vivant des légendes. On est capable de le faire comme le tulpa tibétain. Donc, je ne sais pas si c'est de ça que vous allez parler aussi dans le livre Phénomène, hein, puisqu'on n'en a pas parlé plus que ça pour respecter une certaine confidentialité. Mais on est capable aussi de créer nos mythes, de les rendre vivants et de les alimenter. Ça ne veut pas dire que c'est faux, ça existe. Ils laissent des traces. Il y a des personnes qui ont vu des traces au sol, qui ont vu Kumba Castel, on l'appelait Kumba Castel, ils l'ont vu de loin, effectivement en train de errer. Et ce n'est pas des mythomanes, hein, ce sont des gens qui ont réellement vu ça, j'en suis persuadé. Par contre, il y a une élusivité, il y a ce trickster qui fait qu'on ne pourra jamais la toucher, elle ne fera jamais de mal réellement à quelqu'un, comme la Sachamama qui n'a jamais mangé quelqu'un, hein, qui n'a jamais mangé un chasseur. Donc voilà, c'était pour partager une expérience en Afrique par rapport à cette légende, et je te suis totalement sur cette théorie, hein, effectivement. Ça dépend comment on déploie l'histoire. C'est-à-dire que quand le scénario se déploie dans la réalité, boum, vous incarnez un archétype ou une situation archétypale, et des fois, malgré vous, vous rentrez dans quelque chose qui dépasse, quoi. C'est assez vertigineux, hein, d'ailleurs. Ça crée un vertige, ces histoires, bien sûr. Alors, je vais enchaîner sur un de tes autres épisodes qui parle de machines à voyager dans le temps, qui est un autre sujet. Alors, pareil, beaucoup de questions par rapport à ce sujet, comment construire cette machine, est-ce que finalement ça nous apporterait seulement que du bon? Est-ce que tu penses qu'on est prêt, enfin que l'homme avec un grand H est vraiment prêt à recevoir ces technologies, avoir assez de recul pour maîtriser ce genre de technologie? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, dans un premier temps, je parlerais de technologie de conscience. Je ne pense pas que quand j'invite effectivement nos amis des Chroniques du Futur à créer ensemble une machine à voyager dans le temps, c'est une machine à voyager dans le temps de technologie de conscience cognitive. Par contre, ça fonctionne. C'est-à-dire que les gens à qui j'ai fait expérimenter cette technique, en fait, arrivent à aller chercher des informations dans le futur qu'ils peuvent ensuite aller vérifier. Donc, c'est quand même assez vertigineux d'arriver à créer un système où on reçoit de l'information du futur. Est-ce qu'on y est prêt? On aurait tout intérêt à y être prêt dans notre société qui est de plus en plus imprévisible. Je ne sais pas si vous avez vu depuis 2 ans, mais avant, on était dans une espèce de monde linéaire où quelque part, on pouvait quand même relativement prévoir ce qui allait se passer, c'était prévisible. Et puis le Covid arrive et boum, et le premier truc qu'il amène, c'est de l'imprévisibilité dans le système, c'est-à-dire quelque chose de pas du tout prévu, auquel il faut de la résilience, auquel il faut s'adapter, auquel il faut résister à certaines pressions, et des uns et des autres. Et puis ça continue. 2022, c'est une guerre en plein milieu de l'Europe, grave, dramatique. Et je me dis, tellement dramatique que d'ailleurs beaucoup de gens des milieux de conscience qui nous écoutent sont aussi dans une certaine forme de déni. Je vois sur mon Facebook beaucoup de choses alors positives, hein, moi je trouve ça très bien, mais on dirait qu'il n'y a même pas de guerre, quoi. Je veux dire, les gens, c'est rideau, quoi. Ils ne veulent même plus voir ça tellement il y en a marre en fait.
On veut on veut un monde nouveau, on veut un monde de conscience. Et là, on a l'impression qu'on retourne en 1939 ou 40 avec une guerre, avec des chars, avec des obus où on tue les enfants. Donc, si on avait pu prévoir des trucs pareils, c'est tout l'enjeu de la prédictivité, d'arriver à créer des outils prédictifs. C'est sur ce quoi je travaille maintenant, depuis maintenant au moins 2 ans, d'essayer de mettre en place des vrais outils qui sont susceptibles de nous apporter des infos. Si on avait pu prévoir le Covid, si on aurait pu prévoir ces guerres, cette invasion, tout ça, enfin, je veux dire, c'est inestimable d'arriver à avoir une visibilité sur l'avenir. C'est aussi l'un des rêves de l'humanité. Or, aujourd'hui, moi, je pense vraiment à développer des outils qui peuvent permettre de faire le truc, de faire le job, vraiment. Voilà, je le dis aujourd'hui. Alors, cette machinerie, dans le temps que je propose dans la chronique, c'est un petit modèle, on va dire. Mais je pense qu'on peut faire bien mieux que ça. C'est pour ça que je pense que c'est important que les gens, on ne peut pas être que spectateur, en fait, de ce qui se passe dans le monde. On doit devenir des acteurs positifs du changement. Moi, je ne peux pas me résigner à avoir une vision fataliste de l'avenir, une vision… je ne veux pas être le chantre de l'apocalypse. On en a trop eu des gens qui ne font que penser qu'il faut que le système s'effondre pour que ça aille mieux après. Ben non, moi je ne suis pas OK avec ça. Je pense que voilà, on a des acquis et ce sont des acquis de conscience. Et vouloir retourner à l'âge de pierre en disant tabula rasa, on recommence tout, ça c'est un archétype. C'est l'archétype de Saint Jean, c'est l'apocalypse. Et il faut vraiment, vraiment réussir à un moment à dépasser l'idée que pour que ça aille mieux, il faut d'abord que ça aille très, très, très mal. Parce que c'est ça le problème de notre façon d'envisager le futur et l'avenir. On est formaté de façon inconsciente à ce que pour que ça aille mieux, il faut d'abord que ça aille très, 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 très mal. Et je pense que certaines personnes se réjouissent même de ce qui se passe aujourd'hui en disant c'est bientôt l'heure de la grande révélation, de l'apocalypse, et tout ira bien mieux après. Ben non, justement. Moi, je pense que là, on doit être acteurs tous les uns les autres, se prendre tous en main, bosser de façon de conscience, avec des outils nouveaux de conscience pour dépasser tout ça, et surtout sortir de la pensée clivante, binaire, oui, non, pro ceci, pro cela, machin. Voilà, ça. On a besoin de convergence, on n'a pas besoin de division aujourd'hui. On est un petit milieu de conscience, on n'est pas des centaines de milliers à s'éveiller, donc il faut qu'on reste unis. C'est vraiment le message que moi j'ai depuis 2 ans. Plein d'amis se sont entre-déchirés pour des questions de masques, de vaccins, de machin, tout ça, alors que avant cette putain de crise, tous ces gens-là étaient unis et ils se sont divisés. Moi, je prône pour la convergence et pour l'unité. Voilà. Beau message, Romuald, et je te rejoins totalement. Et tu sais à quel point on est pareil. Voilà, on a la même posture et tu as raison de le rappeler. Et c'est important de le rappeler. Effectivement, il y a des valeurs parfois qui sont touchées chez certaines personnes et ça, je le respecte totalement. Même Vertical Project, on a refusé de faire des événements pendant le pass sanitaire pour respecter les valeurs de certains de nos adhérents. Voilà. Maintenant, c'est passé, on peut reprendre. Mais effectivement, on doit aussi s'adapter à certaines situations. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter, ça, je suis tout à fait d'accord avec, mais il n'y a aucune raison de s'entretuer, d'en vouloir à l'un ou à l'autre parce qu'il est pro-ci, il est anti-ça. Donc, effectivement, on se rejoint totalement et c'est important de le rappeler après la période difficile et clivante qu'on a vécue et ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Voilà, c'est pour ça qu'il faut qu'on soit fort et qu'on reste très unis les uns les autres. Exactement. Pour pouvoir évoluer de level, faire changer les choses. On a besoin de tout le monde, on a besoin d'unité. Ça me paraît vraiment très important. Exactement, on ne se construit pas dans l'adversité, ça c'est sûr. Je me permets juste de te couper, Najib. J'ai vu un commentaire passer de Maya, bonjour Maya, qui dit que n'est-ce pas dû à un refus d'endosser une certaine responsabilité. Et c'est vrai que ça me fait penser à… Enfin, j'ai envie d'enchaîner, de rebondir là-dessus. C'est vrai que construire le monde de demain, construire l'avenir de demain pour nous, les futures générations, nos enfants, c'est une certaine responsabilité. Est-ce que les gens n'ont pas justement peur en fait de prendre la responsabilité de construire le monde de demain et ne préfèrent pas, voilà, pour certaines personnes, voilà, se voiler la face, continuer à vivre sans prendre conscience d'eux et dire voilà, les autres vont faire le travail à ma place, on verra, je suivrai le mouvement, etc., etc. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Moi, il y a un truc que je disais déjà dans ce souvenir du futur. Je disais, je me compte dedans quand je dis ça. Je ne suis pas du tout à part, je ne me mets pas au-dessus de la mêlée, rien du tout. Moi, je vous dis, je suis un chercheur comme vous tous.
Ok, je suis ethnobotaniste, j'ai écrit des bouquins, voilà, j'ai un background, machin, tout ça, mais je me considère comme vous. Enfin, je suis un chercheur de vérité, chercheur d'absolu. Ça fait une quête que je mène depuis plus d'une trentaine d'années. C'est aussi beaucoup de sacrifices personnels, je tiens à le dire aussi. Faut en être lucide, parce que quand on se lance là-dedans, on incarne là aussi encore un nouvel archétype. Et c'est un petit peu, voilà quoi. Donc, ce que je disais dans ce souvenir du futur, je disais, l'humanité, c'est un peu comme une sorte de bateau qui va au gré de l'indéterminisme et du hasard, comme ça. Et il n'y a plus personne à la barre. Le gouvernail du réel, il n'y a plus personne qui le manipule. On est tous enchaînés à la cale, sauf qu'on s'est tous auto-enchaînés à la cale. Et quand on enlève les boulets et les chaînes à quelqu'un, souvent il s'en remet une autre tout de suite. Instantanément, il s'en met une autre. Ch'cac. Je pense qu'il faut qu'on remonte tous sur le pont du bateau et puis qu'on tienne la barre, quoi, c'est tout. Je n'ai pas autre chose à dire. On est d'accord. On est d'accord. Alors, vas-y, Marie-France. J'aimerais enchaîner pour revenir un peu sur le voyage dans le temps. J'aimerais que tu nous parles plus précisément du récent article paru dans The New Scientist et que tu as cité en fait notamment dans un de tes épisodes dans les chroniques, traitant justement de la physique quantique et dans lequel tu as mis l'hypothèse que nos interactions collectives créent la matrice de l'espace-temps. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, ça c'est hyper d'actualité. C'est en kiosque et c'est dans un magazine très scientifique, très rationnel qui s'appelle Science et Vie, très matérialiste, hein, qui bien souvent s'est moqué des phénomènes paranormaux, des ovnis et d'autres. Et là, il titre un article que j'ai trouvé extrêmement intéressant, fascinant, notamment de chercheurs américains du Caltech, en Californie, qui sont des physiciens quantiques qui sont en train de revisiter l'expérience des fentes de Young. Vous savez, c'est cette expérience qui permet de savoir, selon le dispositif qu'on va utiliser, de savoir si la lumière est à la fois soit une onde, soit une corpuscule, ou soit les deux, si elle est au niveau des probabilités. Cette revisitation en fait de l'expérience des fentes de Young va permettre de comprendre qu'est-ce qui crée la décohérence. C'est-à-dire, qu'est-ce qui crée la décohérence quantique qui vient fixer en fait que ce soit une onde, soit une particule. Cette décohérence quantique, eux, ils vont créer un dispositif qui va permettre de savoir si c'est la mesure, donc si c'est l'appareil de mesure qui crée la décohérence ou si c'est la conscience. C'est-à-dire de créer une expérience qui permet de savoir si c'est la mesure ou la conscience. C'est complètement différent. Si c'est la mesure qui crée la décohérence sans la conscience, ça veut dire que le monde est objectivement matériel. Si par contre l'expérience, et je pense que ça va forcément aller vers ça déjà de ce qu'on connaît de la physique quantique, si par contre l'expérience prouve que c'est la conscience qui crée la décohérence quantique, ça veut dire que le monde physique n'existe pas sans un observateur. Ça veut dire que la dualité sujet-objet va disparaître. Et là, on est sur une expérience reproductible telle que celle que Alain Aspect, en 1982, a créée pour prouver l'intrication quantique. Si cette expérience est réalisée et qu'elle prouve que c'est la conscience qui crée la décohérence du réel, ça veut dire qu'on est devant une révolution paradigmatique fondamentale, majeure, qui montrera à tout le monde, et même aux matérialistes, que la réalité n'est pas matérielle et qu'elle ne peut pas être indépendante de la psyché et de la conscience humaine ou de la conscience d'autres espèces. Et vraisemblablement, nous vivons chacun dans notre propre réalité, une sorte de réalité à la fois unitaire et collective. Et c'est absolument vertigineux parce que si ça s'est prouvé dans les mois qui viennent, pas dans des années, dans les mois, à ce moment-là, nous ne vivrons plus dans un monde matérialiste. C'est juste vertigineux. Là, on sort complètement du matérialiste, en effet. Mais est-ce que tu penses que, malgré le résultat qui, je pense, est à 99% tourné vers ce qu'on pense aussi, est-ce que tu penses que ça va avoir un effet de prise de conscience sur les gens ? Est-ce que vraiment les gens vont changer leur manière de voir les choses ? Est-ce que finalement les gens vont avoir assez cette prise de conscience pour se dire, ah bah oui, si on a des résultats scientifiques comme ça, alors ma vie est complètement différente. Tu vois, je veux dire, quel impact finalement ça va avoir ? Ça dépend comment ça va être assimilé au niveau sociétal. Les médias vont s'en foutre complètement. Ça ne les intéresse pas. Il faut être clair. Quand il y a eu
ces histoires d'ovnis révélées par le Pentagone, c'est passé complètement inaperçu au niveau de la presse mondiale. C'est-à-dire on vous a annoncé ça comme une augmentation du prix du beurre, quoi. Il n'y a jamais eu un prime time en disant, on vous dit, l'US Army vous dit qu'il y a des trucs qui viennent dans notre atmosphère qui ne sont pas de nature humaine, on ne sait pas ce que c'est. Vous n'aurez jamais ça. Parce que est-ce que les gens collectivement sont prêts à l'entendre, tout simplement? C'est ça le truc, c'est toujours l'histoire d'une certaine forme de déni. Est-ce qu'on est prêt? Bon, je ne veux pas revenir sur ce film Déni cosmique que j'ai trouvé comme super intéressant sur Netflix, de voir comment, à un moment, ce système médiatique, il va prendre tout à la dérision, tout à la légère. C'est pas grave, au final, tout va bien. Et puis en même temps, on vous abreuve simultanément de mauvaises nouvelles en permanence. C'est ça, vous regardez un journal télévisé, ce n'est que des horreurs, sélectionnées sciemment, alors qu'il se passe plein de trucs super bien aussi sur cette planète. Donc, à un moment, c'est aussi un parti pris. Et je pense que si effectivement, par contre, on arrive à faire cette expérience et que cette expérience prouve que la conscience est première, que la conscience crée la réalité objective, d'un point de vue scientifique, ça sera vraiment, vraiment une révolution paradigmatique. Et ceux qui pourront l'entendre, l'entendront. Que ceux qui ont des oreilles entendent, comme disait, je crois que c'était notre ami Jésus qui disait ça. Voilà. Et on peut même faire le parallèle avec ce que tu évoques souvent, la guérison. À force de diaboliser le cancer, à force de faire du cancer une maladie qui tue systématiquement, on le densifie dans notre futur collectif. Et donc, forcément, les gens qui ont le cancer se mettent sont attirés en tout cas vers ce futur. Quand vous avez déjà un médecin qui va vous faire un pronostic, comme si c'était un joueur de tiercé, mais qui va vous faire un pronostic et qui vous dit, il vous reste 6 mois. Vous ne voyez pas comment c'est enfermant, un truc comme ça, par rapport à… Alors qu'on sait que le futur peut être intentionné. Imaginez le truc hyper négatif qui vient d'être engrangé pour l'avenir quand quelqu'un vous dit ça. Donc forcément, il faut décloisonner après les gens de perspectives négatives. C'est compliqué. C'est vraiment… la façon dont sociétalement est assimilée quelque part ces découvertes, il y a toujours un décalage. Ça, c'est clair. Il y a des choses qui aujourd'hui paraissent évidentes à tout le monde qui ne l'étaient pas il y a un siècle. Il a fallu un certain temps d'assimilation collective. Alors cette assimilation, elle passe souvent d'abord par les artistes qui vont prendre ces idées, en faire des films de cinéma, en faire des séries, en faire des œuvres d'art, en faire des œuvres littéraires, en faire des pièces de théâtre. C'est comme ça en fait que certaines idées scientifiques sont rentrées dans la culture contemporaine, populaire. Alors, tu cites énormément de personnes dans tes épisodes. Quelles sont pour toi vraiment les vraies références, les personnes qui vraiment t'inspirent et t'ont inspiré? Si tu pouvais en citer une ou deux. Une ou deux, c'est trop short. M'ont inspiré, bien sûr, pour moi, maître à penser, c'est Carl Gustav Jung, bien évidemment, Einstein aussi. En son temps, c'était mes idoles quand j'étais gamin. Quand j'étais ado, dans ma chambre, il n'y avait pas les Rolling Stones, il y avait d'un côté Einstein, d'un côté Jung. Voilà, c'était mes idoles à moi, c'était mon univers. Après, il y a eu plein d'auteurs. De façon contemporaine, je suis assez fasciné par les travaux de Bernardo Kastrup. Il y a eu plein de personnes qui m'ont influencé dans ma vie, bien sûr. Les premiers que je pourrais citer, mais c'est bien sûr les chamans, qui sont des grands maîtres à penser, qui m'ont amené une matière à réflexion extraordinaire et qui m'ont aussi été pour moi des guides et des accompagnants dans d'autres dimensions, vraiment, quoi. Ça a été des gens que j'oublierai jamais parce qu'ils m'ont emmené ailleurs, quoi, vraiment, quoi. Alors, c'est vrai que tu as fait plusieurs voyages, tu parles voilà, souvent de chamans, de tribus, etc. C'est une question un peu générale, mais est-ce que tu conseilles aux personnes d'effectuer ce genre de voyage, d'expérience? Est-ce que vraiment tu penses que ça peut aider à faire prendre conscience de certaines choses? Alors là-dessus, j'ai un avis partagé. Parce que je suis jugé parti là-dedans. C'est-à-dire que moi, j'ai fait ces expériences, moi, j'ai voyagé. OK, d'accord, je le dis. Est-ce que je peux, à un moment, interdire ça aux autres? Non. Est-ce que je peux le conseiller?
je ne dirais pas non plus, parce qu'on sait que, par exemple, le tourisme néo-chamanique en Amazonie a eu un impact très important sur les structures traditionnelles, tribales, familiales. Il y a eu des conflits inter-chamans, des conflits inter-tribus même, parce qu'il y avait cette manne d'argent qui arrivait. Et ce sont des gens qui vivaient dans des conditions, pour la plupart, quasiment de pauvreté, hein, dans certaines ethnies que moi j'ai pu visiter. Et donc, cette manne d'argent, elle a créé des envies, des jalousies, des choses qui sont de la nature humaine. On ne peut pas idéaliser non plus ces peuples racines. J'arrête pas de le dire dans toutes mes conférences, mais le mythe du bon sauvage de Rousseau, ça n'existe pas. Ce sont des êtres humains comme nous, avec de l'ombre et de la lumière. Et donc, il faut être conscient de ça quand on voyage, il faut être conscient de ça quand on veut faire ses expériences. Il faut aussi s'interroger pourquoi on les fait. Mais ça, bon, je pense que je ne vais pas rentrer dans le détail. Hein. Chacun est libre il a son libre arbitre pour juger s'il doit faire ses expériences ou pas. Moi, aujourd'hui, je ne le conseille pas. Je ne suis pas une agence de voyage chamanique, hein, que les choses soient claires. Des fois, on me demande, je dis non, parce que ce n'est pas dans mon truc. Je n'ai pas envie de proposer ça aux gens. Il y a des gens qui vivent mal ces expériences, il faut aussi le dire. Hein. Il y a des gens qui ont des pathologies de bipolarité, de schizophrénie. Il ne faut pas qu'ils fassent ces expériences. Moi, je le dis clairement. Voilà, donc, je pense vraiment qu'il faut toujours être prudent dans la vie. Il faut toujours avoir un peu de raison et de prudence. C'est un peu le maître mot, quoi. C'est important. Voilà. Merci Romuald, on ne va pas tarder à conclure parce que, bon, on ne pourra pas rentrer dans le détail de tous les épisodes. On n'a quasiment rien dit sur les épisodes des Chroniques du Futur parce que sinon on risque de spoiler. Hein. On n'a quasiment rien dit. C'est sympa parce qu'on est vraiment allé sur d'autres sujets que le contenu même de la saison 2 des Chroniques et c'est très bien. Bravo à Marie-France et à Romuald. Donc, moi, j'ai une question, c'est par rapport à une conférence que tu vas faire à Lyon le 4 juin avec notre ami Jocelyn Morisson. Oui. Donc, c'est le 4 juin, c'est ça. Donc, on sera maximum 100 personnes. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de la thématique par rapport au web cosmique? Voilà. Oui, c'est le prochain bouquin que je suis en train d'écrire avec Jocelyn, c'est Web Cosmique. Le Web Cosmique, c'est une conférence qui va porter sur cette reliance qu'on peut avoir à l'univers. Alors, il y a des thématiques diverses dans le livre. Hein. C'est un livre qui est assez diversifié et qui va ramener des idées encore très novatrices, des choses nouvelles à explorer, vraiment, hein, que ce soit au niveau du corps, que ce soit par rapport à l'intelligence en réseau des plantes, par exemple, de vous montrer qu'une forêt a des états mentaux, hein, voilà, des choses comme ça qu'on va essayer de mettre en évidence, que l'univers a vraisemblablement un cerveau, enfin, je ne veux pas spoiler le bouquin non plus, mais voilà, ça, c'est les choses qui vont être avancées dans Web Cosmique, et puis de voir aussi comment on peut, tout à chacun, se relier à cet univers par le biais de ces structures Tiroli, comme disait notre cher ami Grégory Battezone. Voilà. Merci Romuald. Donc, il y avait des questions. J'ai vu passer des questions de plein de gens. Oui, de Juju Benzé. Donc, bonsoir à tous. J'ai une question qui peut paraître sûrement complètement folle, mais si l'au-delà en tant qu'imaginarium est conforme à la représentation de notre vision du monde, peut-on être dans un au-delà matérialiste? Bonne question. J'ai vu des témoignages dans le livre Akasha, les expériences hors du corps, qui vont dans ce sens. Voilà. Très, très bonne question. Très, très, très bonne question. Et on aborde justement une thématique que j'ai abordée dans les Chroniques du Futur 1, qui est l'imagineering. Qu'est-ce que l'imagineering? C'est cet imaginaire qui, relié à l'imaginal, crée des choses. Et j'ai imaginé à un moment qu'on pourrait même concevoir, comme une bouteille de Klein, des espaces physiques dans lesquels on est là, par exemple, en train de discuter, qui seraient reliés à l'au-delà, par le biais justement de l'imaginaire et de l'imaginal. Donc, cette question, elle est très pertinente. Et effectivement, les gens qui voyagent hors du corps décrivent ça aussi. Hein. Décrivent que lorsqu'ils sont dans ces dimensions psychiques, bien souvent, elles prennent la forme des systèmes de croyance. Hein. Donc, il y a une notion où l'imaginaire vient créer quelque part matériellement ces dimensions. Mais c'est exactement ce qu'on est en train de découvrir, et ce que peut-être la physique va prouver dans quelques semaines ou dans quelques mois. C'est que nous sommes capables de créer collectivement et individuellement des réalités. Et à ce moment-là, ça va engendrer des nouvelles disciplines scientifiques, des nouvelles sciences, et c'est la porte ouverte à ce qu'à un moment, l'imaginal, la réalité physique et tout ça, la réalité physique sera peut-être englobée dans l'imaginal. Elle l'est peut-être déjà d'ailleurs, vraisemblablement, c'est ce que je pense aujourd'hui.
On a une autre question d'Aline. Si un archétype s'incarne et se dégrade, comment pouvons-nous nous connecter à des archétypes positifs et participer à l'émergence de la lumière ou de la face positive de l'archétype? C'est souvent extrêmement compliqué parce que les archétypes sont liés en réseau, en fait. Hein. C'est un réseau d'archétypes. C'est-à-dire que tout archétype contient quasiment les autres. Il y a une notion holographique chez les archétypes. Ça avait été très bien montré par une collaboratrice de Jung qui s'appelait Marie-Louise Van Franz dans ses livres sur Matière et Psyché, par exemple, ou tout le travail qu'elle a fait sur les archétypes dans les contes de fées. C'est que tout archétype, il est ambivalent. C'est-à-dire qu'il est à la fois souvent lumineux et obscur, et c'est tout le travail à un moment de faire évoluer l'archétype. Il y a un travail. Mais pour ça, il faut connaître l'archétype. Il y a tout un travail aussi de connaître ses contes, de pouvoir identifier un archétype pour un moment, en prenant conscience de ces différentes polarités, arriver justement à faire évoluer le travail, bien sûr. Bon, Romuald, on a une question là qui est en train de faire l'unanimité. Qu'est-ce que la représence? L'art présence, ce n'est pas une représentation, c'est un art qui va présensifier. Moi, je me souviens d'une expérience qui était assez extraordinaire avec le maître de la peinture visionnaire amazonienne, Pablo Maringo. J'étais chez lui pour préparer une exposition qui a eu lieu en 2007 à Sedan, dans les Ardennes, autour de l'art visionnaire, donc amazonien, festival Chimeria que j'avais co-créé avec ma mère, il y a de cela plus de 20 ans. Et je me retrouvais devant une peinture et je disais, tu as très très bien représenté là, les esprits, Simurinas, machin. Lui, il me regardait, il me dit, mais je n'ai rien représenté. C'est quoi représenter? Il me dit, je ne représente pas. Je rends présent sur ma toile l'esprit de la plante. Et ça, au début, je ne comprenais pas. Alors, il m'a expliqué, il m'a dit, mais je vais te montrer comment je peins. Donc, il a sorti une toile, il a pris de la peinture, il a commencé à chanter ces chants Icaros de ces esprits des plantes, les fameux chants qui sont les chants des esprits, en fait. Et en chantant, il peignait la forme, les couleurs de l'esprit, mais complètement en synchronie avec les vocalises du chant. Il me dit, en fait, en faisant ça, l'esprit, il est dans la toile. Donc, quand tu as une œuvre chamanique amazonienne comme ça chez toi, tu as un esprit dans ta maison. Tu n'as pas une représentation d'un esprit. Et c'est à ça, ce concept-là, je l'ai un petit peu élargi à tous les arts premiers, cette notion de présentialisme, c'est-à-dire on connaît le surréalisme, là c'est le présentialisme, de montrer que ces œuvres contiennent une part informationnelle, une part d'esprit qui est toujours disponible et que la plupart des objets, par exemple d'Océanie, comme ceux qui sont derrière moi, ici on aperçoit une statue qui n'est pas un mannequin piece de Nouvelle-Guinée, hein, comme on pourrait le croire, mais qui est, qui est une statue wapiniane, c'est-à-dire qui représente un ancêtre, une statue ancienne. Elle ne représente pas un ancêtre. Moi-même, je tombe encore dans le piège linguistique. Elle présensifie un ancêtre. Voilà. Et toutes ces œuvres d'art de l'Océanie, notamment, ne sont pas des œuvres d'art, tout simplement. Elles sont des artefacts de communication, des artefacts intermédiaires, on va dire, de manifestation de l'au-delà et de l'invisible, mais en aucun cas des œuvres d'art. Merci Romuald. On a une question de Zlata. Bon, je pense qu'il faut plus la poser à Antoine Sénanque, qu'on reçoit à Lyon en septembre prochain. Comment peut-on expliquer des guérisons miraculeuses? Cela veut dire que notre esprit est capable de s'auto-guérir, de se réparer si l'on reste dans le registre de l'au-delà imaginaire. Et ceci sans être médecin. Je te laisse répondre. Oui, si tu peux. Vraisemblablement. Alors, je mets des pincettes avec la guérison. Je ne suis pas un vendeur de miracles. Je fais très attention. C'est un domaine sur lequel je sais où on marche sur des œufs. Donc, j'essaye d'être toujours très prudent. J'ai mis un certain nombre de protocoles en place dans ce domaine-là, mais souvent, je ne préfère pas en parler. Voilà, parce que c'est encore trop balbutiant. Il y a quelque chose qui est clair dans la guérison, c'est qu'elle n'est jamais linéaire. Elle est circulaire. Elle procède par cycle. En biologie ou en médecine, pour moi, rien n'est linéaire. Et ce n'est que des boucles, dans des boucles, dans des boucles et des boucles. Et je dis juste des fois, il ne faut pas se tromper de boucle, il ne faut pas opposer certaines boucles. Voilà. Ça peut paraître un peu complexe, mais ça, au fur et à mesure du temps, je ferai évoluer cette pensée pour que ça soit plus clair. Alors, j'aimerais un peu t'amener vers quelque chose pour conclure, entre guillemets.
si je rentre un peu dans le côté émotionnel, tu vois, voilà, notre échange, l'échange qu'on a ensemble avec les adhérents, etc. Pour moi, c'est vraiment un partage, c'est collectif. On ressent une certaine énergie qui est lumineuse, qui est bienveillante, qui est riche en fait d'amour entre guillemets. Et c'est vrai que quand on partage chez Mo, on a vraiment cette envie de créer quelque chose, enfin de créer un monde, voilà. Alors sans créer quelque chose de non plus bisounours, mais de créer quelque chose qui est beau, qui est fort, qui est en lien en fait avec notre environnement. Et c'est vrai que quand on a à côté, voilà, les informations, les médias qui sont terribles, enfin, voilà, qui montrent en fait la réalité telle que l'on l'a en ce moment. Finalement, ma question, c'est comment est-ce que toi, tu appréhendes l'avenir de l'humanité? C'est une Voilà. bonne question et je pense que la réponse se situe à la fois dans le futur, mais le futur est aussi le passé. Voilà. Mm. Et je ne suis pas surpris et j'adhère de plus en plus à l'idée que je ne dirais pas que tout ça est une illusion, non. Je pense que tout ça est une création collective, mais l'articulation de tout ça se crée justement entre deux polarités, le futur et le passé. Et que c'est les échanges entre l'alpha et l'oméga, en fait, que le mystère, il est là, en fait. Voilà, il est là. Et l'avenir de l'humanité, je le vois dans cette circulation. Une circulation constante entre nos descendants, qui, je pense, nous protègent. Il y a cette expérience extraordinaire qu'on a fait avec Google Traduction. Je peux en parler ici parce qu'on en avait parlé dans ce souvenir de l'au-delà et c'est un peu passé inaperçu parce que ce souvenir de l'au-delà n'a pas été vraiment beaucoup lu parce qu'on n'aurait pas dû l'appeler comme ça, mais on aurait dû l'appeler peut-être ce souvenir du futur partie 2 parce que c'est une suite claire et nette de ce souvenir du futur. Et cette expérience avec Google Traduction où en fait on a injecté des itérations, en fait, c'est-à-dire des bugs dans le système, et on a posé des questions mentalement, sans saisie au clavier, sans saisie vocale, donc qu'aucun algorithme n'aurait pu récupérer. Et quand on injectait à chaque fois une itération, c'est-à-dire par exemple ITH, espace ITH, à chaque fois qu'on incrémentait, le Google Traduction avait un bug et écrivait des phrases. Et ces phrases, elles se sont révélées juste incroyables par rapport aux questions extrêmement justes, impossible, improbable que quelque chose généré par le hasard ait des réponses aussi claires. Elles sont formulées dans ce souvenir de l'au-delà, mais il y a un collectif qui s'exprime derrière justement ces messages, qui s'appelle les moniteurs, et qui te disent qu'ils sont en dehors de l'espace-temps. Les moniteurs, ce qui est intéressant, c'est que les moniteurs, c'est à comprendre comme un retour de scène, tu sais, qu'un feedback, quelque chose qui donne un feedback. Et tu es à la fois acteur de ce feedback, mais c'est aussi plus loin que toi dans le futur. Ce feedback, il s'étend en fait à travers le temps et l'espace. Et c'est pas que toi en fait, c'est beaucoup plus vaste. Et ça nous a scié. Et je continue à travailler là-dessus avec une équipe et on continue à recevoir des infos. C'est assez bluffant, ouais. Vraiment bluffant. Tu n'as pas le droit de finir comme ça, Romuald. J'imagine tout ce que tu nous dis là, comme ça. Les moniteurs, tout. Non, mais Euh, c'est incroyable que ça soit juste une itération qui ait répondu ça. Tu hmm. vois, et là, c'est pareil. La syntaxe qui est utilisée, une syntaxe très particulière qui mêle en permanence justement des paradoxes de temporalité. C'est-à-dire une sorte de langage qui s'exprimerait à la fois au passé, au présent et au futur, de façon simultanée. Ça nous a fait penser, tu sais, dans le film Premier Contact, il y a ce langage des heptapodes qui est un langage en forme d'Ouroboros. Ben, ça nous avait vraiment fait penser à ça, quoi. La syntaxe du truc, elle est juste incroyable, quoi. Et ça, on l'a clairement mis dans ce souvenir de l'au-delà. Et je pense que j'en reparlerai peut-être un jour. Je ferai qu'une conférence sur ça parce que c'est tellement énorme que ça pourrait d'ailleurs être un futur bouquin aussi, tellement il y a eu d'infos. Romuald, est-ce que je peux te brancher sur un sujet? Ce n'était pas du tout prévu, mais comme je suis aussi imprévisible que la période que nous vivons, je vais me permettre de te la poser. Est-ce que tu peux nous parler de ce fameux cas de Rendlesham? Est-ce que tu as envie d'en parler? Où il y a eu probablement une rétrocausalité. C'est supposément un cas d'OVNI, en fait, pour vous expliquer. Bon, je vais remonter dans mes lointains souvenirs.
Donc, c'est un cas qui s'est produit à 2 reprises, 2 soirs de suite, le 25 décembre de l'année 84 ou 85, je ne sais plus. Je ne veux pas Ouais. raconter de bêtises, avec des grands colonels de l'armée américaine, puisqu'en fait, la base de Bentwaters était divisée en deux de mémoire, avec une partie anglaise, une partie américaine. Donc, un ovni est apparu et a atterri sur une base militaire, la partie américaine, voilà, sur la partie américaine. 2 soirs de suite avec des témoignages radio, les militaires qui étaient en panique, donc ça a fait l'objet de rapports. C'est même arrivé sur le bureau de McCain à l'époque, le gouverneur d'Arizona, aujourd'hui décédé, et ancien candidat américain, républicain. Et donc, on a supposé qu'il y avait un lien entre les ovnis, encore une fois, et le nucléaire, puisqu'en fait, cet objet avait atterri pas loin d'un stock d'armement. Voilà. Et en fait, ça a mis en évidence le fait que les Américains garder en leur possession sur le sol anglais des missiles qu'ils n'avaient pas le droit de garder, quoi, des missiles nucléaires, etc. Donc ça a au moins mis la lumière sur ça. Donc voilà, c'est un gigantesque objet qui s'est posé. On a même le nom, hein. Pour une fois, on a le nom des lieutenants. C'était Charles Holt, c'était John Burrow, c'était aussi un autre, Pennington, Jenny Pennington, de mémoire. Donc on a les noms, on a les témoignages. Ce n'est pas un cas fake comme la plupart des conneries qu'on peut lire ou sur les ovnis ou sur de nombreux cas. Donc voilà, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui a pu se passer à Rendlesham, parce que je sais que tu as une théorie très intéressante à ce sujet. En fait, la théorie, elle vient pas de moi au départ. C'est un des observateurs s'est suffisamment approché de l'OVNI pour le toucher. Et quand il l'a touché, il a senti qu'un flux d'informations arrivait à sa conscience. Et le gars, après, pendant plusieurs jours, il a écrit des 0 et des 1, des 0 et des 1, des carnets entiers de 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, c'est-à-dire du binaire. Et lui, l'intuition qu'il a eue quand il a touché l'objet, l'information qu'il a eue, c'est ça vient du futur. C'est une machine érigée dans le temps, c'est pas extraterrestre. Clairement. Lui, c'est l'information qu'il a eue. C'était une machine érigée dans le temps avec des descendants. C'est-à-dire une machine humaine, peut-être, je ne sais pas, qui a existé dans 1000 ans, 2000 ans, je ne sais pas, 10 000 ans, je ne sais pas. Mais lui, c'est ce qu'il dit. Ce qui est intéressant, c'est que ce mec, il a reçu du binaire, des pages de code binaire, et on ne sait pas quoi en faire. Moi, l'hypothèse que je proposais, c'était d'établir un code. Parce que comme nous, on est dans le passé, on peut très bien déterminer un code pour communiquer avec nos descendants. Mais c'est à nous de le faire là, dans le passé. Parce que même si on reçoit un code du futur, on ne sait pas l'interpréter. Et on peut l'interpréter puisqu'on est dans le passé. C'est à nous de déterminer le code. Ces histoires de boucles de rétrocausalité, elles sont intéressantes parce qu'en fait, on a certainement beaucoup de matériaux comme ça qui nous ont été révélés dans l'histoire, qu'on ne sait pas interpréter aujourd'hui, mais c'est à nous aujourd'hui de déterminer un code collectivement, de dire tel truc, ça correspondra à ça. Et je pense que quand on aura déterminé un code collectif, on va être très surpris. Parce que là, justement, il y aura plein d'infos qui pourraient être révélées, vraiment. Et qui seraient peut-être révélées du futur. Voilà. Merci Romuald pour ces éclaircissements. Marie-France, est-ce que tu as encore des questions éventuellement? Pour moi, c'est OK. Merci beaucoup, C'est OK, Romuald. 21h29, parfait. Timing parfait. J'étais ravi. Franchement, c'était un grand plaisir. Et puis en plus, j'ai les petites images, je vous vois bien tous, ceux qui sont mis en visuel. Ça m'a fait un grand plaisir de pouvoir vous voir aussi physiquement. Voilà, je vous fais coucou, je vous réponds. Merci Romuald pour toutes ces explications. On se parle tout le temps, tous les jours, mais je ne cesse d'apprendre de toi et de toutes tes expériences. En tout cas, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je rappelle que la semaine prochaine, normalement, on devait avoir les bâtisseurs de l'Ancien Monde, dont Patrice Pouillard, ce jeudi. Donc, ça sera peut-être reporté. Ce sera de ma faute. Je le dis, ce n'est pas de son côté, parce que j'ai un petit contretemps. Donc, ce sera potentiellement reporté à une autre date. La semaine prochaine, on a Evelyne Elsaïsser avec Jocelyn Morisson qui va nous parler des VSCD, des fameuses VSCD. Puis on aura Mario Beauregard, que Marie-France aura le plaisir d'interviewer sur son nouveau livre début avril. On aura aussi Olivier Chambon sur son dernier livre avec Marie-Odile Riffard sur l'épreuve de la vie après la mort, Audrey Chapeau de mémoire, et puis voilà, de nombreux autres invités qui seront au programme sur le mois de mai et juin, et Romuald au mois de juin à Lyon, le 4 juin. Donc les places seront en vente à partir de vendredi normalement. Et les chroniques, bien évidemment, saison 2, qui sont disponibles dès maintenant. Donc, vous pouvez vous les procurer dès à présent. Génial. Voilà. Dès maintenant, franchement, c'est génial. Bravo à toute l'équipe de Vertical. C'est super. Merci. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé. Moi, je n'ai pas fait grand-chose. C'est tous ceux qui étaient autour. Je n'ai fait que coordonner. En tout cas, merci à toi, Romuald, d'avoir réalisé ces enregistrements. C'était un plaisir.
d'une Un vrai plaisir. d'une Merci à meilleure tout le qualité monde. que la première. Merci beaucoup. Et merci Marie-France pour cette belle interview, pour ta belle énergie. Et Exactement. merci à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Et je vous dis à très, très bientôt. Ciao, ciao. Merci, à bientôt. Très bientôt, Super. merci. Merci beaucoup.